Bonsoir à tous. C'est toujours très impressionnant de vous voir ici à l'Assemblée nationale pour ces assemblées des idées. Donc, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, mesdames et messieurs, mes chers amis, il y a 111 ans, jour pour jour, le 27 février 1913, naissait Paul Ricoeur, dont je voudrais citer cette pensée stimulante. Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. C'est exactement le but du cycle de débat L'Assemblée des idées, pour lequel je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans cette magnifique galerie des fêtes de la présidence de l'Assemblée nationale. Dès le début de ma présidence, j'ai décidé d'ouvrir en grand les portes de l'institution, afin que les citoyens, tous les citoyens, se sentent pleinement chez eux dans cette maison, qui est la leur, mais qu'ils ne connaissent pas assez. J'ai multiplié les créneaux de visite, j'ai organisé des événements culturels et hier encore, dans l'hémicycle, avec des sociétaires de la Comédie Française, nous avons reconstitué un débat fondateur de la construction européenne, celui de la ratification du traité de Rome, devant 400 lycéens et étudiants qui voteront pour la première fois le 9 juin prochain. Puis nous avons parlé ici même de l'Europe d'aujourd'hui, car cette politique d'ouverture qui est la mienne ne se limite pas aux questions patrimoniales et mémorielles. Son but est clairement de susciter le débat démocratique. Comme le voulait Ricoeur, elle vise à associer à parts égales chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage. C'est bien le sens de l'Assemblée des idées, entendre des experts, mais aussi échanger avec eux, délibérer, car nous avons tous notre mot à dire sur l'avenir de notre pays. Dans cet esprit, nous avons examiné des questions aussi complexes que les enjeux du logement, la place de la France dans le monde, l'accroissement des inégalités, l'intelligence artificielle ou le pluralisme de la presse. Aujourd'hui, c'est un problème crucial qui nous réunit, le travail et son sens dans une société en proie au doute et un monde en pleine évolution. Au lendemain du Covid et des confinements, on a beaucoup parlé de la grande démission. Celle-ci n'est sans doute pas avérée en France, mais il est certain qu'une grande déception a frappé les travailleurs français et singulièrement les plus jeunes. La question du travail est souvent abordée à travers les statistiques de l'emploi et des rémunérations. C'est important, mais les chiffres ne sauraient épuiser le débat, qui porte aussi sur le métier qu'on exerce ou qu'on aimerait exercer, sur la formation, la transmission des savoir-faire, sur l'utilité sociale et la responsabilité environnementale. Le travail est-il encore un moyen de socialiser et une possibilité de s'épanouir ? Selon une étude Opinionway de 2022, 4 actifs sur 10 envisageraient de quitter leur emploi pour un autre qui serait davantage porteur de sens. Et un actif sur 3 estime n'être pas assez reconnu dans son travail. Sentiment d'inutilité ou d'absurdité, tâches répétitives, manque de valorisation, ces griefs doivent être pris au sérieux si nous voulons rendre le moral aux travailleurs. Le salariat est-il en crise ? L'emploi public également. Que signifie l'engagement syndical aujourd'hui ? Quelle éthique doit prévaloir au travail et jusqu'où doit aller la responsabilité sociale des entreprises ? Quel avenir a le contrat de travail traditionnel ? Comment évaluer les aspirations des travailleurs français et leur proposer des métiers adéquats ? Pour trouver des réponses à ces questions de fond, j'ai la joie d'accueillir ce soir, ici, 4 personnalités éminentes que je remercie infiniment de s'être rendues disponibles pour débattre ensemble et avec vous. Madame Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Madame Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Monsieur Jean-Emmanuel Ray, professeur en droit du travail. Et monsieur Antoine Bernard de Saint-Affrique, directeur général de Danone. Et pour animer un tel panel,
je suis particulièrement heureuse de pouvoir compter sur Thomas Negaroff. Journaliste, mais aussi historien, et je sais qu'il saura animer ce débat et cette discussion avec le recul nécessaire. Et quant à moi, il est temps que je me taise pour pouvoir vous écouter, et je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous êtes très nombreux. Il y a des gens aussi derrière, au second plan, derrière le rideau, qui auront la possibilité de poser des questions aussi, y compris d'ailleurs tous les gens qui sont là, parce que l'idée, et la Présidente a commencé à l'évoquer, c'est pas tellement un débat entre les quatre, mais davantage des questions que vous avez à poser sur... je monte avec le manche debout. Ça s'appelle un manche debout. Merci. Et donc voilà, les présentations ont été faites. Je vous dis un peu comment ça s'organise. Je vais poser d'abord 2 questions rapides à nos invités, comme ça leur permettra à la fois de se présenter et de lancer des éléments de débat. Et après, c'est vraiment la salle qui aura la possibilité de poser des questions le plus courtes possible et vraiment des questions, parce qu'on est habitué à des gens qui partagent leur expérience de manière assez longue, parce qu'on a tous une expérience du travail. Le travail nous concerne tous. Certains aimeraient peut-être être davantage concernés par le travail, que le travail les concerne davantage. C'est un aller-retour permanent entre nous et le travail, et c'est ça qui va être intéressant, je pense, dans la discussion qui va nous animer maintenant. Donc, je commence avec un premier tour de questions, une question un peu adaptée à chacune et à chacun d'entre vous. Marie-Lise Léon, je commence avec vous. Yael Braun-Pivet a employé une expression qui est la vôtre, en fait. Je vous la rends. L'idée de la grande démission et de la grande déception. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la grande déception? Quelle était l'attente qu'on avait tous collectivement peut-être, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, des salariés, des travailleurs indépendants ou autres, après la crise du Covid? Qu'est-ce que le Covid a pu déclencher en nous qui aurait déclenché malheureusement une déception? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je suis ravie de vous voir si nombreux pour parler du travail et pour une fois de décaler un peu le débat et de ne pas être uniquement sur les questions d'emploi, même si c'est un sujet. Mais parler du travail, souvent, et c'est l'une des révélations du Covid, c'est que ça a permis de rendre visibles tous ces invisibles. Toutes ces personnes qu'on a qualifiées d'essentielles, de première ligne ou de deuxième ligne, et qui se sont révélées comme indispensables à la vie de la société, le fait que l'économie continue de fonctionner, construire du lien social, s'occuper des personnes les plus en difficulté. Et c'est pour ça qu'on a importé de façon totalement abusive la question de la grande démission, ce qui nous a permis de malheureusement avoir un débat autour du travail extrêmement triste, autour de la valeur travail ou du droit à la paresse, si je le fais de façon un peu caricaturale, et que, en fait, parler de grande déception, c'est que se sont révélés à ce moment du Covid et après l'ensemble des attentes que pouvaient avoir les travailleurs et les travailleuses. Donc si j'utilise ces termes, c'est que ça inclut les salariés du privé, les indépendants, les agents des fonctions publiques, quelles qu'elles soient, fonction publique hospitalière, territoriale, fonction publique d'État. Et donc, toutes ces attentes, elles se sont exprimées et elles n'ont pas forcément eu les réponses. Et pour la plupart, elles n'ont pas eu de réponse. Et si je puis me permettre de donner la prolongation, on a eu un autre épisode extrêmement marquant d'expression d'attente en termes de travail, c'était la mobilisation des retraites. Puisque dans les cortèges, vous étiez peut-être, je l'espère pour vous, parce qu'ils étaient très festifs, c'était des revendications sur mon travail et l'occasion, non pas de dire à quel âge je veux partir en retraite, mais à quel âge je suis en capacité ou pas de tenir, de continuer mon travail, une expression de son attachement à son travail, à son entreprise, à son administration, et d'enfin pouvoir lever cette chape de plomb
On a parlé du travail invisible au moment du Covid, au moment des retraites. Moi, je dis, on a permis de rendre visible le travail invisible et de donner la parole à ceux qui restent muets, en général, sur leur travail. Et donc, ça inclut les questions d'organisation du travail, les conditions de travail, les conditions de rémunération, bien entendu, mais aussi en quoi le travail est une source de souffrance pour certains, mais d'épanouissement aussi pour beaucoup d'entre eux, et la façon dont le travail est aussi vécu de façon très différente en fonction des moments de la vie. Et donc, parce qu'il faut que je conclue, parce que je sens que les yeux grossissent au fur et à mesure, la question du travail qui a été posée à ce moment-là, c'est la déception de l'absence de reconnaissance du travail effectué, du travail réel, et de la dignité au travail. Le mot dignité est un mot que j'ai beaucoup entendu depuis ces dernières années, et donc la question, elle est de enfin pouvoir ouvrir le débat sur le travail. Merci. Il y a un autre mot que Sophie Binet emploie, je crois, assez souvent, c'est le terme d'émancipation. Comment le travail peut réussir cette tâche qui semble presque impossible aujourd'hui, d'émanciper davantage que les loisirs, par exemple? Comment est-ce que le travail peut réussir ça? À quelles conditions? Alors, merci. Et ça en 1 minute, c'est ça? Donc, merci. Non, 1 minute 30. Ok, j'adore. Effectivement, déjà, je pense qu'il ne faut pas dire tâche impossible. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? C'est important par le travail de s'émanciper. Et je le dis de façon d'autant plus ferme qu'en tant que femme, le travail est encore plus pour les femmes une source d'émancipation. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire de l'émancipation des femmes, elle s'est faite beaucoup par l'accès des femmes au travail. Non, parce que les femmes ont toujours travaillé, mais par contre, leur travail a toujours été invisibilisé. Et donc, le fait que les femmes accèdent au travail salarié, ça a été une source d'émancipation majeure. D'abord parce que ça garantit l'indépendance économique, et ensuite parce que ça permet d'exister dans la société, dans la cité. Et ça permet de se rappeler que la première violence sociale, c'est d'être privé de travail. Contrairement à ce qu'on entend matin, midi et soir, il n'y a pas grand monde qui choisit d'être chômeur. Il y a par contre 6 millions de personnes dans le pays qui sont privées de travail alors que c'est un droit constitutionnel. Et oui, le travail, ça émancipe parce que ça permet de donner un statut social. Le travail occupe une place centrale dans nos vies. Quand vous vous présentez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, la première ou la deuxième question, c'est « tu fais quoi dans la vie ?» Sous-entendu, tu fais quoi au travail? Donc c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que le travail, c'est quelque chose de très important dont on parle presque jamais. Dans les médias, on parle quasiment jamais du travail. Et moi, je suis très contente d'être là ce soir parce qu'à l'Assemblée nationale, on n'en parle pas très souvent non plus. On m'a dit qu'il fallait un petit peu réveiller l'Assemblée, donc je vais y aller. Une professionnalisation de la classe politique et des députés qui sont de plus en plus éloignés du monde du travail. Je ne sais plus si c'est 1, 2 ou 3 ouvriers qui sont à l'Assemblée nationale, par exemple. On est en déconnexion totale avec le nombre d'ouvriers dans la société. Mais ils travaillent quand même, les députés. Oui, tout à fait. Ils font leur travail de représentants, mais c'est important. La professionnalisation de la classe politique, c'est aussi un problème. Et donc, c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. Et alors après, sur quel chantier ouvrir, parce que je partage tout à fait ce que disait Marie-Lise et puis votre question sur grande déception après le Covid et puis après la mobilisation contre la réforme des retraites. On a l'impression que tout change pour que rien ne change. C'était un peu sur... voilà. Quel chantier ouvrir? D'abord, il y a un chantier démocratique. C'est pas possible qu'au prétexte du lien de subordination, on n'ait pas notre mot à dire sur notre travail, sur sa finalité, sur son organisation. Et de plus en plus, on a une organisation du travail autoritaire dans laquelle les représentants du personnel n'ont pas assez voix au chapitre et les salariés non plus. Donc, par exemple, on porte des propositions toutes simples d'avoir plus de salariés dans les conseils d'administration, d'avoir du temps sur notre temps de travail pour pouvoir parler de notre travail, de son organisation, sans nos supérieurs hiérarchiques évidemment pour que la parole soit libre, et puis après avec une possibilité de rapporter. Le deuxième chantier, c'est la question des conditions de travail. Il y a un chiffre qu'on n'entend jamais, c'est chaque jour, c'est 2 ou 3 personnes qui meurent au travail. En France, juste en France. C'est 2500 personnes en France qui sont victimes d'accidents du travail. Et c'est le record européen. Il faudrait peut-être qu'on parle de ça. Et puis le troisième sujet, c'est la rémunération. Je suis désolée. Le travail, c'est important, mais il faut le reconnaître et donc il faut le payer. Et aujourd'hui, en France, on est à la fois dans un pays de bas salaire, avec un nombre de personnes payées au SMIC qui explose, et dans un pays de rentiers, avec un nombre de millionnaires qui ne cesse d'augmenter
santé, on est à, je voulais noter quand même, 2,8 millions de millionnaires en France. 3 millions, dit la CFDT, c'est bien. Je note, c'est bien. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, non? Oui, je vous taquine un peu. Il faut que ça profite à toutes et tous. Et donc aujourd'hui, on voit que les millionnaires sont de plus en plus nombreux et de plus en plus riches, puisque depuis le Covid, quand même, la fortune de l'homme le plus riche de France a doublé. Oui. Nous, ça n'a pas du tout doublé notre fortune. Par contre, nos salaires, ils baissent et ils ne suivent pas les prix. Juste un truc, c'est comme il y aura plein de questions, en fait, on reviendra sur plein de ces thèmes-là. Donc, vous pouvez faire assez court, je vous autorise à faire assez court, parce que de toute façon, avec les questions, vous reviendrez sur des tas de sujets. Je suis sûr que la question des rémunérations viendront être posées. Jean-Manuel Rey, je me tourne vers le prof de droit du travail. En préparant cette table ronde, vous avez, et j'aimerais qu'on y revienne rapidement, mis en lumière la difficulté qu'il y a dans une jeune génération, peut-être pas que jeune d'ailleurs, à demander plus de liberté. Et vous dites que ça rentre en contradiction avec ce qu'est le travail. Pourquoi est-ce qu'il y a une contradiction entre une demande de liberté au travail et ce qu'est le travail? Pourquoi est-ce que le travail ne pourrait pas se transformer? Est-ce que vous savez la définition du contrat de travail? Allez-y, allez-y. C'est la subordination juridique permanente. Alors vous imaginez un amphi de 700 personnes, en clair 700 MacBook, je ne vois personne, je fais cours à 700 pommiers. Et je commence par dire, section 1, définition du droit du travail, pas seulement en France, en Europe, c'est la subordination, déjà là l'amphi flottement, juridique permanente. Et si vous voulez, c'est l'une de mes étudiantes a demandé la parole, ce qui est déjà un point, et elle m'a dit, je cite, « Votre truc, c'est Juridique Park ». Alors, pour moi, si vous voulez, qui a été construit sur le droit du travail que m'a enseigné mon maître Gérard Lioncan, ça veut dire que là, le droit du travail est dans une période très difficile pour lui. Il repose sur un critère, et donc là, je me réjouis qu'il y ait beaucoup de jeunes. J'ai peut-être un avantage compétitif sur les 3 autres intervenants, c'est que moi, ça fait 35 ans, je vois des jeunes de 20 ans passer devant moi. Le produit n'est pas le même. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, quand j'étais à l'université, j'étais programmé pour être subordonné. Toute la société était verticale. Mon père, c'était la puissance paternelle. La contestation n'était pas de mise. Au lycée, j'avais une autorité naturelle. J'étais programmé pour être subordonné. D'où la source du droit du travail. C'est pas, donc là, c'est la séquence émotion pour les parents. Vous êtes prêts? Vous aviez raté mai 68 quand même. Et donc, si je vous dis manifestement, l'autorité n'est plus ce qu'elle était, je ne pense pas que beaucoup de parents diront mais non, c'est comme on. Mais moi, je me réjouis de cette idée-là, et je terminerai sur la fierté. C'est que de mon temps, j'étais dans l'organigramme, j'étais en bas, donc tu la boucles. Tu es sub/ordonné. Aujourd'hui, les jeunes qui sont nombreux ici, j'espère qu'ils me confirmeront, diront que l'autorité n'est pas celle qui tombe d'en haut. Il faut que mon manager ait de l'exemplarité d'abord et de l'expertise deuxièmement. Ce qui me va très bien en termes d'autorité. Ce n'est plus l'autorité subordonnée. Je terminerai en vous disant qu'à mon avis, la liberté, on va la trouver grâce à l'IA, parce que l'IA, elle va nous éviter de faire des tâches répétitives. Et deuxièmement, le télétravail donne d'autres marges de liberté. Donc, dans une période extrêmement intéressante pour le droit. On y reviendra bien sûr sur l'IA. À mon avis, l'intelligence artificielle, c'est un des thèmes, peut-être un thème d'angoisse pour les plus jeunes d'ici qui se disent que peut-être leurs études produiront un travail qui serait éventuellement un jour remplacé par des machines. On en parlera. Antoine de Saint-Afrique, patron de Danone, il y a de l'évian devant vous, on sait bien faire les choses à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez le sentiment d'être un subordinateur? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En tant que patron des dizaines de milliers de salariés, est-ce que vous avez ce sentiment-là d'une hiérarchie de autorité qui peut-être est en train d'être affaiblie aujourd'hui? Alors j'allais vous dire pas du tout. Mais alors pas du tout. Vous donnez une direction, vous créez des espaces de liberté, et dans ces espaces de liberté, vous construisez quelque chose. Une société, faire société, ça a un sens. Hein. Si vous prenez des gens qui sont d'horizons extrêmement divers, de modes de pensée extrêmement divers, et vous construisez ensemble quelque chose. D'ailleurs, un des derniers endroits où vous pouvez avoir cette diversité à la fois de vues, d'origine, de modes de pensée, orientés à construire quelque chose dans le long terme. Et vous ne construisez pas dans quelque chose qui est totalement hiérarchique. Vous construisez en étant clair sur la direction, mais en créant des espaces de liberté de façon à ce que les gens puissent s'exprimer. Dans quel but? Est-ce que le but, c'est de faire société ou
d'augmenter les profits parce que les gens qui travaillent ensemble sont plus efficaces, ils ont l'impression de prendre des décisions et ils sont plus productifs. Vous faites les deux, c'est-à-dire que en tant que société, vous avez vocation à essayer d'être performant sur vos marchés, essayer de satisfaire vos clients au jour le jour, parce que c'est ce qui garantit le futur de votre société, c'est ce qui garantit les emplois dans votre société. Mais vous le faites en ayant du sens. L'ancrage de Danone, alors Danone est une société un peu particulière, on est une société à mission, on est une société avec des racines très profondes, ancrées dans le double projet d'Antoine Riboud. Antoine Riboud, c'était performance et responsabilité. C'est avec et par les employés. Donc c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un au service de l'autre et vice-versa. Avant de passer la parole à la salle, il y a une petite question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous, qui sera la même question. On évoque de plus en plus, et à mon avis concerne tous les gens qui sont là, on évoque de plus en plus la semaine qui pourrait se dérouler, et je fais exprès de prendre la formule un peu bizarre, sur 4 jours. La RATP va le faire, l'Angleterre l'a développé apparemment avec des résultats faramineux. Il faut distinguer la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est que vous avez réduit le temps de travail. La semaine en 4 jours, c'est juste que vous avez mis vos 35 heures sur 4 jours. Donc les journées sont beaucoup plus longues. J'aimerais avoir la position de Sophie Binet et à travers ça de la CGT sur cette fameuse semaine de en 4 jours. Quelle est la position d'autres syndicats ? Alors, la CGT aime pas trop le Canada Dry. Donc, la semaine en 4 jours, c'est-à-dire faire en 4 jours le travail qu'on fait en 5 jours, ça, on est plutôt très réticent parce que ça veut dire des horaires à rallonge et une intensification du travail avec un rythme encore plus intense. Et peut-être que sur le court terme, on peut s'y retrouver, mais au moyen-long terme, il y a des atteintes à la santé qui sont démontrées. L'augmentation des amplitudes horaires et la densification encore du travail, ça pèse. Par contre, la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail, ce qui s'appelle les 32 heures, la CGT est très favorable et le porte. D'abord parce que on le voit en Europe, il y a d'autres expériences qui portent leurs fruits, ce qui s'est passé notamment en Grande-Bretagne, mais c'est une tendance qui se développe au Portugal, en Espagne, en Irlande, au Québec, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, le bilan est le même, c'est que la santé s'améliore considérablement, les burn-out chutent, les démissions baissent, que la productivité augmente et qu'il y a quasi toutes les entreprises qui ne veulent pas revenir en arrière. Donc, baisse du temps de travail sans baisse de salaire. C'est pas Canada Dry, mais c'est fromage et dessert. Bah oui, c'est le principe. En fait, ça s'appelle le progrès. C'est oui. un nom qui s'appelle le progrès social. Marie Léon. Est-ce que la CFDT est sur cette même ligne-là, d'un refus assumé de la semaine en 4 jours et d'une défense de la semaine de 4 jours ? Alors, on est à la fois sur la réduction du temps de travail, mais pas à l'aune de la semaine, mais tout au long de la vie, parce qu'en 2024, la question du temps de travail ne se pose pas comme en 1990 ou dans les années 80. Qu'aujourd'hui, les attentes des travailleurs, c'est 1, d'avoir prise sur leur travail, 2, d'avoir des modalités d'organisation du travail qui répondent aux différents temps de la vie. Et quand on dit réduction du temps de travail tout au long de la vie, ça veut dire que en fonction de son âge, en fonction de sa qualification, de la date d'entrée, enfin de son âge d'entrée dans la vie active, quand on est proche aidant ou jeune parent, l'interconnexion entre le travail et la vie personnelle, elle est complètement différente. Donc nous, ce que l'on veut, c'est travailler sur si on est sur une question de temps de travail, c'est une réduction tout au long du travail, et donc c'est ce qu'on a appelé permettre à chacun d'avoir du temps portable tout au long de sa carrière et de l'utiliser en fonction de ses projets personnels. Et ça peut être des questions pour des projets liés à son travail ou pas, projets d'évolution professionnelle, de changer de voie, de reconversion ou de mener un projet personnel, d'investissement associatif, de s'occuper de sa famille. Si c'est une question d'organisation du travail, là on a nous des réponses extrêmement diverses. Dans la CFDT, on a des débats, des salariés qui, en fonction de leur travail, ou des agents des fonctions publiques qui nous disent certainement pas, ça va être une intensification de mon travail. J'ai des enfants jeunes, ça veut dire que je ne peux plus aller les amener à la crèche le matin, ni aller les rechercher le soir. Et puis d'autres qui nous disent, j'ai pas le droit au télétravail, donc la semaine de 4 jours, moi ça m'intéresse. Donc, négociation, il y a des entreprises qui ont négocié. On a de tout. LC, qui est une entreprise qui a négocié, ils ont négocié un accord de 32 heures. L'URSSAF, Picardie, rappelez-vous,
un ministre de l'époque, compte public, et un petit peu changé de responsabilité aujourd'hui, qui est Premier ministre, avait lancé une expérimentation sur la semaine 2 en 4 jours, justement. Ça a été un échec total, c'est-à-dire que les salariés, les agents avaient dit que ça pouvait les intéresser à 75%. Ils ont été 3 à rentrer dans le dispositif parce que les questions de parentalité n'ont pas du tout été prises en compte. C'est intéressant. Donc parce ça veut dire que c'est de la négo locale, de la négociation locale en fonction des réalités. Oui, c'est l'articulation permanente entre... Et ça dépend des temps de vie aussi. Et donc c'est l'articulation entre temps de vie, quoique le temps de travail c'est aussi un temps de vie, mais en tout cas de vie personnelle, hors travail et le temps de travail. Jean-Manuel Ray, même question. Semaine 4 jours en 4 jours. D'abord, que dit le droit du travail et qu'en pensez-vous, vous ? Le droit du travail le rend très possible. Il suffit de signer un accord d'entreprise et il n'y a pas de problème juridique, pas de problème. Enfin, pas de gros problèmes. En revanche, pour moi, je vous parle au juriste. Hein. Le juriste, il vous dira que la semaine en 4 jours, c'est le miroir aux alouettes. Parce qu'il y a une période très sympathique, les 3 premiers mois, j'ai le vendredi, tout va bien. Et après, ça veut dire quoi très concrètement ? Donc je ne parle pas de ce dont a parlé Sophie Binet, les 32 heures. Là, on parle de maintien de 35 heures. Ça veut dire que les journées font 8h45 au minimum. Les temps de transport sont les mêmes. Ça veut dire que dans la journée, j'ai moins de temps le soir et le matin. Résultat, pour les jeunes parents, c'est la croix et la bannière. Les jeunes n'en veulent pas parce qu'ils ne veulent pas sortir trop tard, etc. Grosso modo, et les seniors vous diront que 8h45, je ne peux pas faire 8h45. C'est la première chose. Deuxièmement, ça conduit automatiquement à une intensification du travail. C'est-à-dire que si on dit, moi je trouve ça de la précipitation. On va faire le même boulot qu'avant, mais avec un jour en moins. Mais comment tu fais ? Ça veut dire que les pauses vont être limitées, les réunions vont être... En clair, c'est une nouvelle intensification du travail qui me paraît, et là c'est le juriste qui parle, vu la jurisprudence sur l'obligation de sécurité du chef d'entreprise, la santé mentale et la santé physique, je serai chef d'entreprise, je ne suis pas sûr que je tenterai la semaine de peur qu'au bout de 6 mois, des salariés soient en burn-out, etc. On va lui demander au chef d'entreprise. Voilà. Alors, le chef d'entreprise, il pense 2 choses. Il partage effectivement le fait qu'aller dans cette direction, c'est une question d'organisation du travail et qu'il n'y a pas une chose qui convient à tout le monde. Ce que pense aussi le chef d'entreprise, c'est que mettre la semaine de 4 jours ou en 4 jours comme étant l'élément central du débat sur le travail, c'est, à mon avis, manquer ce qui est absolument fondamental. Il faut, si vous regardez à horizon 2030, si vous regardez à un horizon 2030, vous avez un changement fondamental avec l'intelligence artificielle, donc 85% des emplois qui n'existent pas aujourd'hui et qui seront différents demain. 85%. 85%. Vous avez donc un enjeu fondamental qui est un enjeu d'apprentissage. Vous avez aussi un enjeu fondamental qui est un enjeu de renversement en France de la pyramide des âges. Donc la question, ce n'est pas en 4 jours ou de 4 jours. La question, c'est comment est-ce que vous transformez votre entreprise en une entreprise apprenante, de façon à équiper tout le monde en permanence pour le monde de demain, de façon à ce que les savoirs et la capacité à réapprendre en permanence à tous les niveaux de l'entreprise permettent de se préparer pour demain. Comment est-ce que, en tenant compte de cette pyramide des âges et de cette évolution de la pyramide des âges, vous avez des rythmes différents, vous allez attraire des gens différents, vous mettez une emphase particulière sur la diversité sociale, sur l'apprentissage, sur les moments importants de l'existence, que ce soit le moment où vous avez un enfant, que ce soit le moment où vous êtes malade, ou que ce soit quand vous entrez dans un âge différent, où l'équilibre entre ce que vous faites et ce que vous voulez transmettre est différent. Je vais vous donner la parole à la salle. Je trouve que c'est quand même passionnant à vous écouter tous les 4, à quel point on sent que le rapport de subordination que vous évoquiez est en train de disparaître et qu'on est vraiment en train de prendre, enfin, en tout cas, souhaitable ou pas, mais l'idée... On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais l'idée que chacun d'entre vous considère qu'il faut prendre en compte les besoins presque individualisés des salariés, je trouve ça intéressant, même si je sens... Non, mais c'est peut-être un objectif à atteindre. Ça, c'est les discours, puis après, il y a la réalité. Oui, justement, la réalité, c'est vous. Les questions, alors allez-y. C'est moi qui passe le micro ? Allez-y. Donc, question là, on va essayer de... Alors, question courte et adressée éventuellement à quelqu'un en particulier ou à leur nom, et c'est moi qui dirai qui répondra. Donc bonsoir à tous. Merci Madame la Présidente d'organiser des débats.
J'aimerais poser une question à Madame Binet de la CGT, parce que c'est d'elle que je me sens le plus proche ici. Bah alors non, c'est pas elle qui faut poser la Faut que question. je garde alors. le capital sympathie, là, c'est chaud, là. Donc, Madame Binet, je pense que vous savez tout autant que moi que le problème majoritaire aujourd'hui dans le monde du travail, c'est que les gens meurent au travail, sont souvent sous-payés et que, en bref, ça va pas. Et pourquoi, tout simplement, pas faire une grosse grève générale avec tout le monde? Parce que quand il y a les cheminots, c'est bien. Quand il y a les agriculteurs, c'est bien. Mais il faudrait que tout le monde vienne ensemble, parce que c'est pas à l'Assemblée que ça va se régler. Quand on voit qu'il y a un tiers des députés qui sont des descendants de mouvements un peu fascistes, quand on a un autre tiers des députés qui reprennent Madame Thatcher, et que les seuls qui essayent de faire des choses, je vois le camarade Pilato en face, que je remercie, ça devient compliqué. Donc pourquoi pas faire une grosse grève générale? On a entendu. Bon, Bah, on l'a excellent. fait maintenant. Ouais, voilà, non mais c'est bien. Excellente idée, moi je suis tout à fait d'accord. Le seul truc, c'est que j'ai pas de bouton rouge dans mon bureau en fait. Je suis désolée, j'ai pas de bouton avec écrit grève générale. En fait, la grève, c'est nous qui la faisons à partir de notre travail, à partir de nos revendications. La grève, il vous a pas échappé quand même que les syndicats y ont appelé dans une période très récente, pendant le conflit des retraites. Là, un certain 7 mars, on a appelé à mettre la France à l'arrêt. Et donc il y a eu beaucoup de grévistes. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu plus? Parce qu'il y a 40% des entreprises dans lesquelles il n'y a pas de syndicat, et que quand on est dans une entreprise sans syndicat, la grève, c'est théorique. Donc ce qu'il faut justement pour permettre aux salariés de relever la tête, c'est se syndiquer très largement et faire en sorte qu'il y ait des syndicats présents dans toutes les entreprises. Et puis dernière chose, je vous donne rendez-vous le 8 mars prochain. 8 mars prochain, grève féministe. C'est la première fois que la quasi-totalité des syndicats appellent à la grève. Et là, on appelle à la grève pour dire qu'il est temps de payer les femmes au moins au même niveau que les hommes, parce que notre travail le vaut bien. Merci. Je suis pas sûr que ce soit très fréquent dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'à l'Assemblée nationale, il y a un appel à la grève générale, à la CGT qui dit qu'on va le faire. Ça, c'est sympa, ça raconte l'Assemblée des idées, les idées fusent et vivent. Oui. Le 12 novembre dernier, j'ai signé une déclaration de manifestation et c'était la première fois dans l'histoire. Eh ben voilà, l'Assemblée nationale bouge. Allez-y. Alors j'avais une question pour rebondir sur quelque chose qu'a dit Madame Binet, mais qui ne s'adresse pas forcément à elle. On a parlé de rémunération plus juste du travail. Déjà, je voudrais savoir ce que, notamment, peut-être s'il y a eu des réflexions par rapport à ça dans le monde professionnel, donc Oui. plutôt du côté de Monsieur Saint-Afrique. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par rémunération plus juste du travail et comment est-ce que ça pourrait se matérialiser? Très bonne question. C'est quoi une rémunération juste et comment on l'évalue? La première chose, c'est une égalité homme-femme, pour commencer, et qui est non discutable et qui doit être absolument la norme et l'objectif. C'est la première chose. La deuxième chose, et qui est quelque chose qui est compliqué à réaliser, mais qui est important, si vous croyez, comme je le crois fondamentalement, qu'il faut rentrer dans une logique de réapprentissage et d'apprentissage permanent, comment est-ce que vous rémunérez de manière équilibrée ce que vous faites et ce que vous savez, de façon à pouvoir inciter les gens à continuer à se former et à avancer. Donc ça, c'est une réflexion qui est extrêmement difficile parce que très rapidement, ça devient des critères qui sont non objectifs, mais c'est fondamental si vous voulez transformer votre entreprise en entreprise apprenante. Et il n'y aura pas de futur pour les entreprises, il n'y aura pas de futur d'ailleurs pour la paix sociale, si on n'est pas capable d'emmener avec nous l'ensemble des salariés, depuis les gens qui travaillent sur les lignes jusqu'aux gens qui travaillent dans les sièges, vers les nouvelles technologies, vers une manière de travail qui sera différente, parce que ce qui nous arrive sera de l'ordre et de la magnitude de l'invention de l'imprimerie. Merci. Alors, je regarde des mains se lever. J'essaye d'aller vers... Voilà, monsieur. Le monsieur qui est derrière. C'est des critères purement arbitraires. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Une question courte. On se plaint que le dialogue social n'existe pas dans toutes les entreprises parce que toutes n'ont pas de syndicat. Pourquoi on a enterré la loi sur l'obligation d'avoir des salariés obligatoirement syndiqués? Et est-ce que vous êtes pour ou contre? Comme en Allemagne où
La plupart, à ma connaissance, des salariés sont syndiqués et doivent choisir. Vous parlez de l'obligation syndicale? Tout à fait, exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place une obligation syndicale en France? C'est une excellente question, parce que nous sommes un pays quasiment unique au monde. Quasiment unique au monde. Italie, Portugal, Espagne, France. Dans tous ces pays, à qui s'appliquent les conventions collectives? C'est une réponse directe à ce qu'il dit, d'accord? Dans tous ces pays, 95% des pays développés, les conventions collectives s'appliquent exclusivement aux adhérents du syndicat. En France, l'adhésion n'a aucun effet sur la contrepartie qui est. Résultat, monsieur, voilà pourquoi, quand on dit pourquoi il y a si peu de syndiqués en France, c'est tout simplement le fait que dans tous les pays du monde, si j'ose dire, et là ça va peut-être choquer nos syndicalistes, mais il y a un retour sur investissement. J'investis dans Ligue Métal, aux États-Unis, j'investis dans une cotisation, et le retour, c'est. Et moi, j'expédie le Master 2 que je dirige à la Sorbonne, en Suède, en Finlande. Ils rentrent, ils me disent, ça sera en France, on sera tous syndiqués. Je leur dis, ah bon, c'est curieux ça, pourquoi? Parce que tout simplement, est venu nous voir quelqu'un qui a dit, chez nous, si tu adhères, s'il y a un licenciement économique, on va voir le patron et on lui dit, je te préviens, les syndiqués, si tu licencies les syndicats, ça ne se passera pas comme ça. Deuxièmement, tu es licencié pour motif économique, eh bien, on te prendra en charge, l'État prend en charge une base d'indemnisation au chômage, et nous, le syndicat, on t'en verse plus. Et nous, le syndicat, on te fera suivre des entretiens. En un mot, votre question, monsieur, il n'y a pas de loi qui interdise de se syndiquer. En revanche, la vraie question, et je crois que c'est une question là où on est totalement minoritaire, c'est tant que, en clair, c'est ce qu'on appelle un comportement d'autostoppeur. Si vous voulez, j'ai droit aux provocations ou pas? Oui, mais il faut nous expliquer, parce que l'autostoppeur, on ne voit pas. Alors, j'ai fait un colloque à la Sorbonne avec les prédécesseurs des secrétaires générales ici présentes. Donc, il y avait tout le Gotha du social en France. Et j'ai invité un jeune professeur d'université américain. Et la question était, on était censé pleurer tous en chœur en disant pourquoi si peu de syndiqués en France? Je précise que quand je dis, parce qu'on est à l'Assemblée nationale, quand des hommes politiques ou des femmes politiques disent oui, les syndicats, la CFDT ou la CGT ici présente ont à eux seuls autant d'adhérents que l'ensemble des partis politiques. Donc il faut raison garder. Mais sur ce, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vous êtes prêts? Le jeune prof américain qui n'avait pas bien compris à qui il parlait, d'accord? Bon. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'imbéciles qui se syndiquent en France. Flottement dans les rangs. Et je lui ai dit, merci, cher collègue, je crois que vous lancez le débat. Hein. Pourquoi? Et là, il a fait un tableau dont les Français devraient s'inspirer. Je me syndique et je fais grève, je ne me syndique pas et je ne fais pas grève. Je vais vous décrire un comportement d'autostoppeur. Je me syndique, je paie la cotisation, je fais grève, je prends des risques pour mon boulot. Et tout ça pour une éventualité, une probabilité, c'est si je gagne, j'aurai 4%. Je suis non gréviste et non syndiqué, je garde mon salaire, je ne prends aucun risque. Et de toute façon, grâce à la majestueuse égalité française, j'obtiendrai ce qu'ont mes camarades. Donc, objectivement, économiquement, je n'ai aucun intérêt à me syndiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question. Super, j'ai toujours pas compris l'autostoppeur, mais je vois l'idée. J'ai compris le tableau. Alors, une autre question, oui, allez-y. Bon, mais alors, aussi derrière, voilà, il y aura des questions derrière, mais j'ai du mal à voir les gens qui sont derrière le mur, par définition. Bonsoir. Donc je ferai confiance à la personne qui tient le micro, qui a quelqu'un derrière qui, voilà, vous donnerez la parole ensuite à quelqu'un derrière. Allez-y. Bonsoir à tous. Alors, c'est à nouveau Madame Brunet qui est interpellée. Vous avez, lors de votre discours introductif, reproché que le nombre de milliardaires avait doublé en France. C'est bien ça. Moi, j'ai envie de vous dire, quel est le problème? Pourquoi? Je vais me justifier, je vais prendre un simple exemple comme Anthony Bourbon, certains le connaissent peut-être, qui fait partie de la bande des investisseurs de Qui va être mon associé, qui est millionnaire à tout juste 33 ans. Sauf que l'homme d'affaires est loin d'avoir fait un parcours classique puisqu'il a été SDF lorsqu'il était adolescent. Beaucoup de millionnaires, de nouveaux millionnaires qui sont très jeunes, ont commencé de rien, ont réussi à développer leur fortune et pour beaucoup aident aussi d'autres jeunes à se lancer ou d'autres porteurs de projets à se lancer, notamment dans l'émission Qui veut être mon associé par exemple. Donc pourquoi aujourd'hui être un millionnaire devient un problème? Pourquoi ça dérange les syndicats tant que beaucoup de millionnaires quand même reversent pas mal de leur fortune pour les investissements? Sophie Binet, pourquoi vous n'aimez pas la réussite? Comment?
Alors déjà, il faut dissocier la réussite et l'argent. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on est quand même dans un pays où un président de la République, à un moment donné, a dit quand on a à 50 ans, on n'a pas une Rolex au bras, c'est qu'on a raté sa vie. Ça, C'est pas le juste président. C'était Jacques Séguéla. Voilà, un oui, publicitaire mais c'est pas un président. proche du président. Bon, d'accord. Le raccourci Mais était un peu rapide. en attendant, ce type de phrase est catastrophique parce que on est dans un moment où il y a une perte de sens totale au travail et dans la vie. Et il faut arrêter de dire que l'argent résumerait tout et qu'on serait tous et toutes achetables. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que être millionnaire, moi j'ai envie de dire pourquoi faire. Enfin moi, c'est pas du tout une aspiration personnelle. Je pense qu'on a toutes et tous besoin d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais que passer un seuil de richesse, la surrichesse, ça détruit la planète et il n'y a aucun intérêt pour les droits sociaux et pour les droits collectifs. Et le problème, c'est la fin de votre phrase sur tant que ça profite aux autres. Aujourd'hui, on sait que de plus en plus, ceux qui gagnent le plus sont ceux qui payent le moins d'impôts et sont ceux aussi qui polluent le plus. Et donc, on a un problème en France et dans le monde, c'est que le travail paie de moins en moins et que par contre, ce qui paye, c'est la rente. Je peux prendre un exemple pour réveiller mon voisin qui est un petit peu silencieux. Je dors pas, j'écoute attentivement. Et je n'ai pas de Rolex. Voilà, c'est bien. Bon, à Danone, on a quand même des salaires qui ne suivent pas l'inflation, des dividendes qui augmentent et qui ont augmenté là de 5% avec une valeur ajoutée qui atteint un chiffre d'affaires qui atteint des records, et puis des augmentations des cadres dirigeants et des PDG qui sont complètement déconnectées de celles des salariés. Donc, par exemple, si l'augmentation des salariés elle était connectée à l'augmentation du dividende et du PDG, Okay. ça pourrait être intéressant. Alors là, nous, on n'a pas été augmentés. Alors là, c'est le moment. On n'a Merci pas été Sophie augmentés. Binet. Les salariés de Danone n'ont pas été augmentés de 40% en 2021, Alors, malheureusement. Théoriquement, Sophie Binet, je devrais donner la parole à la salle, mais évidemment, on a envie d'entendre la réponse du président, Alors, du patron du PDG chez Danone. La réponse du patron de... Non, mais de- le rapport. Non, mais Ouais. au-delà de ça, la question du rapport capital-travail. Qui interroge quand même la question du travail. Est-ce que le travail Non, est mais plus si le travail est moins rémunérateur que le capital, c'est la question du sens du travail est posée. Non, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du dividende de Danone qui, cette année, est revenu à celui qu'il était en 2019. Lorsque j'ai repris la direction de Danone, on a réduit de manière considérable la profitabilité de la société de façon à pouvoir réinvestir à la fois dans les marques, réinvestir dans l'innovation, réinvestir dans l'activité. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du fait que Danone en France est la filiale la moins profitable de Danone, Danone a, en tant que groupe, réinvesti de manière considérable sa marge et baissé sa marge, de façon à réinvestir dans le futur de la société. Les dividendes cette année reviennent au niveau de 2019. Donc on n'est pas dans une explosion, on est un retour à peine là où on en était en 2019. On a, si on parle de fait, on a plus de 75% des ouvriers de Danone qui reçoivent une rémunération qui est de plus de double du SMIC. On a, je pense, 94% des agents de maîtrise qui sont largement au-delà. Donc la réalité, c'est que Danone est extraordinairement à la fois engagé dans le dialogue social et extraordinairement engagé dans la rémunération du travail. Merci. Alors, c'est derrière. Allô, oui, ça marche. Allô. Donc pendant des années, moi je me suis engagée pour la parité, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes aux responsabilités. À l'Assemblée nationale, Paris réussit. On a une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a des femmes à la tête des syndicats. Ça fait vraiment plaisir pour des gens qui ont connu 80% d'hommes députés à l'Assemblée nationale il y a 20 ans. Et aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées pour qu'il y ait enfin l'égalité salariale et l'égalité de salaire, parce que c'est un vrai problème. 30% de différence de salaire en global, 17% sur le même poste. C'est juste plus possible, insupportable. Ça donne pas envie d'aller se mobiliser. Et dans le privé, moi je pensais que c'était mieux, finalement pas tant que ça. À quand la transparence des grilles de salaire? Et puis aussi une dernière chose, quand on est senior dans une entreprise, c'est à partir de 55 ans, mais bizarrement pour les femmes c'est plutôt 45. À partir de 45, on mise plus sur les femmes dans certaines entreprises, parce que pour plein de raisons. Donc à demain, et on compte sur vous sur les 20 prochaines années, mesdames. Marie-Lise Léon. Oui.
Je ne peux qu'être tout à fait en accord. Moi, j'avais pas ces chiffres-là, 17% Si, d'écart. oui. Pour un même poste, j'avais pas entendu ça, mais bon. Et la question, c'est qu'on a beau mettre des lois, alors je ne fais pas offense à cette maison, mais les lois existent depuis des années. La question, c'est l'effectivité et le fait d'avoir un droit réel d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Alors, il y a une question autour des stéréotypes, il y a la question de la façon dont les ressources humaines sont gérées, la façon dont les recrutements sont effectués. Moi, je pense qu'il y a un enjeu sociétal autour de cette question de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Il y a la question de l'égalité de salaire, il y a la question de pouvoir aussi permettre aux femmes d'accéder à les postes à responsabilité. Et je pense que le problème culturel numéro 1, c'est d'arrêter de penser à la place des femmes et de faire les choix à la place des femmes. Donc que dans les politiques RH de progression de carrière, il y ait des vraies propositions, que les questions soient posées et qu'on arrête de considérer qu'elles vont avoir d'autres considérations, elles vont avoir d'autres envies et que les choix leur soient véritablement posés. On a une directive européenne, moi je fais une petite parenthèse, c'est extrêmement important, on est face à des échéances électorales du Parlement européen. L'Europe nous a apporté une directive qui permet et qui va nous demander en France d'avoir une transposition sur la transparence salariale. Donc je pense que ça va secouer un peu sur les lieux de travail, parce qu'on n'est pas beaucoup à être OK pour afficher sa feuille de paye à la machine à café. Ça veut dire que ça va être une petite aussi révolution culturelle dans les entreprises de dire on est ouvert à cette transparence et au fait qu'il puisse y avoir une véritable égalité de traitement. Il y a aujourd'hui un index qui existe qui n'est pas suffisant puisque les entreprises, elles se contentent quand même pour la majorité d'avoir une bonne note. Et à partir du moment où elles ont une bonne note, un bon score, la question du travail pour améliorer la situation, elle n'est pas au rendez-vous. Donc il y a une révision de l'index qui est aussi prévue, transparence salariale. Et puis, un enjeu pour les femmes, ça va être aussi l'accès à des temps complets. Pouvoir vivre de son travail dignement, c'est aussi ne pas se voir forcément proposer des temps partiels. Merci. Une question suivante. Est-ce que derrière, il y a encore une question? Parce qu'on a donné la parole qu'une seule fois. Oui, allez-y. Et après, madame aura la question. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à madame la présidente d'organiser ce genre d'assemblée depuis maintenant plus d'1 an. Ma question, elle est très simple. On l'a vu pendant le Covid avec, on n'avait pas vraiment le choix que de sortir, donc beaucoup de personnes ont travaillé chez eux. Et moi, je le voyais avec mes parents, ils pouvaient travailler jusqu'à 2h du matin. Mais vraiment, et quasiment sans s'en rendre compte, c'est-à-dire, et même encore ce soir, et même encore, je suis quasiment obligé d'aller débrancher l'ordinateur de ma mère pour qu'elle arrête de travailler. Alors qu'en France, et on a de la chance, on a une loi, c'est le droit à la déconnexion. Et donc c'était pour savoir est-ce que déjà vous considérez que le droit à la déconnexion il est suffisant en France, et sinon, comment est-ce que vous souhaitez l'améliorer? Ma question, elle est... Oui, on va la poser à Jean-Manuel Ray sur la question, sans blague, sur la question de... Non, mais c'est voilà. Au-delà de la déconnexion, la question, est-ce que le télétravail est un piège, en fait? Je vais vous décevoir. On va commencer par le droit à la connexions. Quand le droit à la connexions, on y a pensé, c'était dans les années 2000. Ce n'était pas la loi, c'est 2000. Ça visait quoi? Ça visait les cadres dirigeants qui avaient un BlackBerry. Voilà. En un mot, vous savez, dans un groupe de personnes, dans un comité de direction, celui qui arrivait, qui mettait son BlackBerry, c'était le patron. Voilà. Et donc, c'est là que s'est posée la question du droit à la connexion. Monsieur, vous êtes un peu plus jeune que moi, semble-t-il. Est-ce que, en un mot, moi, pour ne rien vous cacher, vous me permettez de faire une sortie un peu égotique. J'ai écrit le premier article en 2001, suite à cette aventure, sur le droit à la connexion, le droit à la vie privée du XXIe siècle. Okay, donc, je ne suis pas en retard sur cette question-là. Je n'écrirai plus le même ouvrage aujourd'hui. Pourquoi? C'est qu'à l'époque, c'était un téléphone dans lequel on téléphonait. Maintenant, les portables que vous avez tous, surtout la jeune génération, si je vous dis, est-ce que vous téléphonez, c'est l'éclat de rire généralisé. D'accord? En un mot, quand on me dit le droit à la connexion, je vous dis, mais de quoi? De tous vos réseaux sociaux? Si vous êtes salarié, vous avez comme sur votre groupe Facebook, vous avez des clients, parce que vous êtes devenus copains avec les clients. Donc, l'idée que la solution miracle, ça c'est, tu te déconnectes, de quoi? De qui? À quel moment? Donc, moi, je plaide plutôt pour un devoir des connexions côté manager et hiérarchie. Parce que le droit à la connexion, c'est un phénomène contagieux en descendant. Si la hiérarchie ne montre pas l'exemple, il n'y aura pas de la connexion.
Pour le reste, je crois qu'il y a donc un devoir de déconnexion de la hiérarchie, exemplaire. Deuxièmement, l'idée de déconnecter tout le monde au même moment. Je vous rappelle que quand on pose la question à des jeunes, peut-être même ici présents, quand on leur dit grosso modo s'ils préfèrent une grave sanction ou qu'on t'enlève ton portable, la question tout ce que tu veux, mais pas me retirer le portable. Et un jour, ça se terminera dans la cour de Strasbourg pour un traitement inhumain et dégradant. Non, mais ça, c'est la question de la déconnexion globale. Mais la question au travail, de la déconnexion, parce que c'est le mail professionnel qu'on ouvre à 23h30, c'est le SMS qu'on reçoit à 6h30 du matin. Sophie Binet, ça c'est un vrai enjeu pour les syndicats. C'est un énorme enjeu. En fait, en 2014, c'est la CGT des cadres qui avait lancé la revendication de droit à la déconnexion, qui est ensuite rentrée dans le Code du travail en 2016-2017. Et en fait, comment on avait eu cette idée-là ? Bien sûr, à partir du travail des cadres qui étaient les premiers à être connectés, et puis aussi en regardant ce qui se passait en Allemagne, où dans la métallurgie en Allemagne, il y avait eu les premiers accords créant un droit à la déconnexion. Et donc là, aujourd'hui, on a cet intitulé-là dans le Code du travail, donc c'est bien, ça montre aussi l'utilité du syndicalisme, d'avoir des choses qu'on réussit à faire bouger comme ça. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'effectivité. Et donc, maintenant, il faut le traduire dans l'effectivité avec des obligations de négocier avec les syndicats. Et pour nous, le droit à la déconnexion, ça doit se traduire par le fait qu'on ne soit pas destinataire de sollicitations professionnelles en dehors de notre temps de travail. Donc, effectivement, ça doit vouloir dire que c'est quand même très simple d'un point de vue technologique d'activer systématiquement la fonction mail différé. Donc si l'encadrement sup travaille le soir ou la nuit, ce qui est un problème quand même, s'ils le font que les mails partent en envoi différé et n'arrivent que pendant les horaires d'ouverture du bureau, qu'on ne puisse pas recevoir des mails en dehors de son temps de travail, de façon à ne pas avoir cette responsabilité-là. Parce que le problème, c'est qu'il y a une inversion de la responsabilité, où on fait comme si c'était le salarié qui était responsable de sa connexion. Non, la responsabilité en matière de temps de travail, c'est la responsabilité de l'employeur. Point. Et donc c'est à l'employeur de prendre les dispositions pour garantir le droit à la déconnexion des salariés. C'est ça qu'il faut garantir au travail, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et que ça n'ait pas de conséquences néfastes pour le salarié qui n'a pas regardé son mail très tard et qui du coup a une image peut-être de dilettante au travail. C'est donc aussi un élément culturel, c'est pas que le droit qui peut changer les choses. Autre question, madame. Bonsoir. Excusez-moi, c'est impressionnant. Voilà, moi, ma question, elle parle sur le domaine de la petite enfance, mais qu'on peut peut-être élargir à d'autres domaines, donc des métiers du soin. Je me demandais si on pouvait avoir votre avis sur le fait qu'il y a des métiers qui peuvent peut-être ne pas être tout à fait rentables. Et aujourd'hui, malgré tout, on nous demande... alors je n'ai rien contre le contrôle et contre l'efficience du travail, mais juste je rappelle que quand on s'occupe de jeunes enfants, c'est nos enfants, l'avenir de l'humanité, qu'aujourd'hui le législateur a prévu, me semble-t-il, c'est un métier en tension, donc on recrute et on recrute même parfois avec peu, voire pas de qualification. Je crois que pour s'occuper de n'importe quel ordinateur, on va prendre un bac+5. Pas pour nos enfants. Et en plus, on nous demande aussi d'être, du coup, que ça soit rentable, c'est-à-dire avec des taux de fréquentation. Monsieur, je crois que vous avez parlé de l'IA. Moi, dans mon domaine, l'IA, elle m'envoie des tableaux tous les jours avec des taux d'occupation où, quand il y a un professionnel, il faut 8 enfants quand ils marchent et 5 quand ils ne marchent pas. Quand on a eu 8 d'accueillis, dès qu'il y a un deuxième professionnel qui arrive, il en faut 16. Et sinon, j'ai des tableaux qui arrivent en noir et ça ne va pas. Donc la question, c'est que est-ce que ces métiers, en tout cas, voilà, est-ce qu'on peut accepter qu'une partie de ces métiers ne soit pas rentable ? Oui. Qui veut répondre à ça ? Moi, je veux bien. Allez-y. Voilà, merci. Moi, je pense que c'est quoi la définition de la rentabilité ? Et vous le dites très bien, on travaille sur l'avenir, investir sur une rentabilité peut-être financière qui n'est pas immédiate, mais investir pour s'occuper des enfants, quelle que soit leur situation d'ailleurs, handicap ou pas, c'est préparer la société de demain, donc c'est un investissement. Donc ce n'est pas un coût, et je pense que dans la façon dont on considère l'ensemble de ces métiers, il faut qu'on soit capable aussi de dire tout n'est pas financier, tout n'est pas économique, et comment on reconnaît ces métiers. Et je me permets un petit commentaire complémentaire à ce que vous dites. Aujourd'hui, si ce sont des métiers qui pour beaucoup sont très mal reconnus,
c'est que les compétences développées ne sont pas reconnues et que ce sont en général des métiers très féminisés, où on considère qu'il suffit d'être une femme pour bien s'occuper des enfants. Et donc je pense que c'est une question essentielle de la reconnaissance des compétences de ce travail et de ces travaux qui sont au cœur de notre enjeu de société aujourd'hui. Les emplois la question au sens large. Mais c'est valable pour la petite enfance, c'est valable aussi pour la dépendance en général. Est-ce que ça va pas même, et peut-être qu'il y a des questions là-dessus, on va donner la parole à la salle, mais est-ce que ça va pas même jusqu'à... Est-ce que c'est un travail quand on n'est pas rémunéré ? S'occuper de ses enfants, être aidant par exemple, ça c'est des questions qui font partie du champ du travail, mais qui échappent évidemment au droit du travail. Alors ça c'est un autre débat, il nous faudra une autre soirée. Hein, oui, non mais c'est juste pour planter une petite graine dans l'esprit, parce que l'Assemblée des idées, allons-y. Alors, il y avait une question là-bas, et après on ira de ce côté-là, promis. Merci pour vos interventions respectives. Je m'appelle Guillaume Courtier, je suis étudiant de droit en première année. J'ai une question pour rebondir sur vos propos, monsieur de Saint-Afrique. Comment motiver aujourd'hui la jeunesse à travailler, sachant que nos conseillers d'orientation nous conseillent de suivre au minimum un bac+5 pour avoir un emploi avec un salaire avantageux en sortie, donc sachant qu'il nous reste encore quelques années et que l'IA prend de plus en plus de place. Comment faire? Merci. On en revient à faire société. On a plein de jeunes chez Danone, on en recrute chaque année de plein de niveaux différents. Et on recrute des apprentis, on a beaucoup d'apprentis et d'alternants. On recrute aussi des bac+5. Vous créez un espace où vous apprenez, où vous faites société, où vous construisez, où vous devenez entrepreneur. Donc vous faites des choses qui ont du sens, vous faites des choses qui ont de l'impact et vous faites des choses qui vous font grandir. Et c'est comme ça qu'on arrive à attraire toutes sortes de gens. Parce que vous n'êtes pas simplement dans une mécanique, vous n'êtes pas dans une hiérarchie, vous n'êtes pas dans une production. Vous êtes dans une construction. Avoir de l'impact en faisant quelque chose, en apprenant, et puis en donnant aussi. C'est marrant, parce que quand vous parlez, on pourrait pratiquement remplacer Danone par l'école. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'école de la République qui doit faire ça. Apprendre, s'émanciper, faire société, apprendre à découvrir les autres. Oui et non, enfin, toute communauté humaine a vocation à faire ça. Et l'entreprise est une communauté de vie. Et dans cette communauté de vie, vous avez vocation à construire. C'est pas un rapport qui est mécanique. Alors, il y a une question de ce côté-là, on n'est pas encore allé de ce côté-là. Et puis après, on retournera derrière le mur, presque pour le plaisir. Allez-y. On a jusqu'à quelle heure les questions? 21h30, on en a encore du temps. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Désolé pour l'accent. Du coup, j'ai une question pour Monsieur Saint-Afrique, parce que je vais revenir sur la question de la dame d'abord. J'ai trouvé que sa réponse était un peu élusive, on va dire comme ça. Prenons en considération les facteurs actuels et ponctuels, avec l'inflation et la montée de la crise économique, pensez-vous que la personne le plus bas de l'échelle dans votre entreprise a une rémunération qui lui permet d'arriver au minima au troisième palier, le palier intermédiaire de la pyramide de Maslow, à votre avis? Alors, dans notre entreprise, on a, et pas uniquement en France, parce qu'en France, c'est relativement facile et direct, mais dans tous les pays du monde dans lesquels on intervient, tous nos employés ont ce qui s'appelle au minimum un living wage, d'accord? Donc qui leur permettent effectivement d'atteindre ce niveau de la pyramide de Maslow. Et c'est fondamentalement important. Vous construisez, je reviens toujours à la même chose, vous construisez une entreprise sur des femmes et les hommes, vous construisez une entreprise sur du long terme, vous construisez une entreprise au travers de l'engagement des gens. Question suivante, alors j'avais derrière le mur, et après on ira voir monsieur. Allez-y. Approchez comme ça on vous verra. Voilà. Bonsoir. Donc j'ai une question, je rebondis sur un sujet qu'on a évoqué avant, c'était ce débat sur finalement la semaine de 4 jours ou sur 4 jours. Moi j'aimerais poser une question et plutôt soulever un problème qui existe déjà. On fait comme si on découvrait une question, alors que j'ai envie de vous dire que les femmes qui travaillent à 80%, ça fait des années qu'elles travaillent le 100% sur 4 jours, avec 20% en moins, si vous voulez, de rémunération. Et donc en fait, est-ce que le temps de travail
c'est une bonne mesure, dans la mesure où cette modalité de travail existe déjà depuis tellement longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme réflexion pour à la fois permettre une reconnaissance des personnes qui, justement, produisent un travail de qualité dans un temps inférieur et ne pas se baser juste sur du présentéisme, du temps de connexion et du flicage de la part de la hiérarchie. Voilà. Jean-Manuel Ray ? Oui, ce que vous décrivez, c'est l'évolution entre le droit du travail qui s'est conçu pour être glorieuse et le droit du travail, une partie des salariés aujourd'hui. Quand le droit du travail s'est créé, c'était des ouvriers sur chaîne. C'est pour ça que c'était la subordination juridique permanente. Donc à travers le temps de travail, on pointe, on dépointe, on savait exactement le temps de travail, et ce temps de travail permettait de calculer, il transportait 800 kg par heure, fois 8 heures égale 6400 kg. En un mot, le décompte du temps de travail permettait de savoir combien on va le payer, mais aussi sa productivité. Le problème, c'est que le cerveau, ça ne marche pas comme ça. Le cerveau, vous ne pouvez pas lui dire, je prends Charlie Chaplin, les temps modernes, l'agent de maîtrise surveillait le bras, et le bras de Charlie Chaplin reposait. Le temps de repos, c'était le repos physique, c'est reposer. Les neurones ne se reposent jamais. Vous êtes dans une soirée... vous avez un événement important le lendemain sur le plan professionnel, et qu'est-ce que votre cerveau vous envoie? Mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon PowerPoint demain? Et donc là, nous, en droit du travail, on vous dit, et là, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord avec les deux syndicalistes, c'est que votre question est 100% pertinente. Le calcul temps de travail repose sur une vision industrielle dans un seul lieu. Or, le cerveau ne s'arrête pas. Est-ce que votre cerveau, il s'arrête à 19h00? Et je terminerai par dire que ce n'est pas nouveau. Rousseau, Jean-Jacques, quelqu'un qui n'était pas très marrant, mais quand même, hein, il disait « Je n'ai jamais pu travailler à mon bureau. C'est la nuit, pendant mes insomnies, que je travaille dans mon cerveau. » Et dans ces marches, ces longues marches. Question, alors j'avais dit, j'ai promis la parole à quelqu'un, c'était à vous. Absolument. Après monsieur, après on ira là-bas, après on ira derrière, après on ira là-bas, après... Je retiendrai tout. Allez-y. Bonsoir à tous. Alors c'est une question qui s'adresse aux deux secrétaires généraux et j'aimerais bien avoir aussi l'avis de monsieur Ray. On a parlé dernièrement, c'est dans l'air du temps, au moment de la grève des contrôleurs SNCF, de pouvoir limiter le nombre de jours de grève dans l'année. Oui. J'ai entendu parler de 60, je ne sais pas si le chiffre correspond à quelque chose. Et sur des périodes particulières. Sur des périodes particulières, notamment au moment des vacances scolaires. Je crois que c'est ce qui se pratique en Italie, si je ne dis pas de bêtises. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Par exemple, pas le droit de grève pendant les Jeux Olympiques? Oui, par exemple. Par exemple. Ça, au hasard. Mais en gros, est-ce que vous êtes prêt à ne jamais faire grève quand vous embêtez les gens? Essayer, ouais. C'est ça. Le droit de grève, c'est un droit constitutionnel qui est associé c'est un droit fondamental lié au droit du travail. Dans les normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail, donc c'est les normes mondiales, il y en a certaines qui sont fondamentales et c'est celles qui concernent le droit de grève. Pourquoi ? Parce que c'est le droit fondamental pour les travailleuses et les travailleurs de ne pas travailler quand les conditions de travail ne le permettent pas et pour s'organiser collectivement, pour faire entendre leurs revendications face à leur employeur. Donc, une fois qu'on a dit ça, toute limitation sur le droit de grève, elle doit être faite de façon extrêmement prudente et très encadrée. Ce qui est important de rappeler, c'est que faire grève, ça fait plaisir à personne. Quand on fait grève, on perd une journée de salaire. Ça, on l'entend jamais dans les médias, mais ça coûte. Si on le dit, on le dit tout le temps. Voilà, c'est ça. Mais peut-être sur France 5, on le dit tout le temps. Voilà, ça doit être ça. Et donc, quand on fait grève, on le fait sur des revendications. Le droit de grève, il est déjà très encadré. Et donc, quand on fait grève, c'est que auparavant, la négociation, les revendications n'ont pas été entendues. On ne fait pas grève parce que toc, ça nous a pris comme une idée subite du jour au lendemain. Limiter le droit de grève pendant certaines périodes, ça voudrait dire, par exemple, admettons, si on dit pendant les JO, il n'y a plus de droit de grève, si pendant les JO, le gouvernement a tout d'un coup envie de passer une grave réforme du Code du travail, on fait quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se mobiliser, c'est grave. Et puis ensuite, ce qu'il faut aussi dire, enfin pour finir, c'est qu'il faut faire attention aux doigts dans l'engrenage. C'est dès qu'on va créer une première exception, après c'est un doigt dans l'engrenage et on va se dire tiens, on l'a fait pour les JO, pourquoi on ne le ferait pas pour tel autre événement, etc. Et puis après, du coup, on généralise les exceptions et on met fin et on fragilise fondamentalement ce droit fondamental associé au statut de salarié.
Marie-Lise Léon, un mot là-dessus peut-être? Moi, je suis en phase avec le fait que c'est oui, un droit fondamental, un Oubliez-moi. droit constitutionnel, et je pense que c'est une excellente question, la question de la possibilité d'exercice du droit de grève, selon des modalités qui sont déjà extrêmement cadrées, et je pense que ce type de réponse autoritaire ne répond pas à la vraie question. C'est-à-dire qu'il faut, quand les salariés font grève, c'est qu'il y a un message et des réponses qui sont attendues. Interdire cette expression, et je pense une réponse d'un autre siècle qui ne va pas avec notre thématique en fait de débat de c'est quoi le travail en 2024 et c'est quoi les aspirations des travailleurs. L'une des aspirations premières, quand moi je vais voir des équipes, il y a la question du pouvoir d'achat, mais quand on parle du travail, c'est pouvoir m'exprimer, pouvoir avoir prise sur mon travail, participer aux décisions. Donc je trouve que c'est une très très mauvaise idée qui ne répondra en rien à la question qui est posée dans le cadre de cette expression collective. Est-ce que juridiquement on pourrait le faire, ça? On pourrait, par une loi par exemple, décider que au début des vacances scolaires, certains week-ends, le droit de grève soit gelé, un peu comme existe déjà un service minimum, si je ne m'abuse. Ouais. Alors, le jury, c'est un obsédé textuel. Donc, quand on me dit est-ce possible ou pas, je relis le préambule constitutionnel. Que dit-il? Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qu'il réglemente. Donc, ça veut dire que le droit de grève est constitutionnel, c'est incontestable. Et je tiens à préciser que quand vous cherchez un critère discriminant pour les vraies démocraties, la grève est l'un des critères discriminants pour sortir les vraies démocraties. Pas la grève sur le papier, la vraie. Donc le droit de grève est un droit fondamental. 3 petits points. Mais là, vous parlez à un fonctionnaire, je suis fier d'être fonctionnaire. Les services publics ont une obligation de continuité. Le problème de la fonction publique, c'est pas Danone, d'accord? Résultat, que dit le Conseil constitutionnel? Non, Danone n'est pas encore un service public, que je sache. C'est un service d'intérêt public. Oui, bien sûr. Et donc ça veut dire que qu'on limite, en clair, il y a les droits des usagers, et donc qu'on limite le droit de grève pour respecter... C'est ça la conciliation des droits. Il y a le droit de grève qui est incontestable, j'en ai parlé, mais aussi les usagers. Et pour terminer, l'Italie, vous en avez parlé, vous avez parfaitement raison. L'Italie a un système assez créatif, bref, italien. Hein, il y a des libertés fondamentales, aller et venir... Dans la liberté d'aller et venir, j'en ai bientôt terminé, c'est quand Alitalia se met en grève, une commission interdit au chemin de fer italien de se mettre en grève. Ce qui veut dire qu'un Italien a une liberté fondamentale d'aller et de venir. C'est peut-être à creuser. Je ne suis pas sûr que Sophie Binet soit d'accord avec ça, et Marie-Lise Léon également. La question au patron, pour le coup. Une citation d'un de vos collègues, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, qui a dit il y a quelques jours, en 2023... On parlait de la grève des contrôleurs. Hein. En 2023, j'ai eu 73 rendez-vous liés au dialogue social. En début d'année, j'ai rencontré chaque organisation représentative. Aucune ne m'a d'ailleurs parlé du mouvement des contrôleurs. Et après, il dit « Je ne veux plus qu'on utilise la grève comme point d'entrée du dialogue social à la SNCF ». Comment vous entendez ça, vous? Nous, on l'entend sur le fait que l'intensité du dialogue social et la réalité du dialogue social, c'est quelque chose qui est central chez Danone. Demain, je rencontre les représentants du comité de groupe France. Une fois par an, je fais quelque chose que pratiquement aucune entreprise dans le monde ne fait, qui est je réunis l'ensemble des syndicalistes du monde entier pour 2 jours. On leur présente, les patrons des différentes divisions leur présentent la stratégie. Je passe une matinée entière à répondre à leurs questions. Le DRH du groupe passe une après-midi entière à dialoguer avec eux, avec l'ensemble des représentants syndicaux du monde entier. Donc on le fait localement, en France, je le rencontre quasiment en permanence, on le fait au niveau mondial. Et l'intensité du dialogue social est extraordinairement riche. Vous apprenez plein de choses, vous faites avancer les choses, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous dialoguez. Et vous n'avez jamais de grève chez Danone? Si, ça nous est arrivé, bien sûr. Et ça traduit quoi? Ça veut dire quoi? Que vous avez échoué à dialoguer? Ou c'est le point d'entrée du dialogue social, comme le dit Farandou à la SNCF? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est souvent quand un désaccord culmine, mais on commence, ou on n'a jamais jusqu'à présent commencé par une grève chez Danone. Vous commencez par discuter. Monsieur. Bonsoir, Paul Gironde, je suis chef d'entreprise dans le Saint-Quentinois et je dirige une entreprise de menuiserie aluminium et bois et j'ai adhéré au projet TZCLD, Territoire zéro chômeur de longue durée,
avec Laurent Grand-Guillaume et Louis Gallois. Et j'ai été agréablement surpris de cette structure qui remet à l'emploi des chômeurs de longue durée, c'est-à-dire qui ont passé 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et j'ai adhéré à cette réflexion d'entreprise à but d'emploi. Et donc, j'avais un problème de récupération des anciennes menuiseries et surtout dans la réflexion du développement durable, de récupérer le verre, de récupérer l'aluminium, de récupérer le bois. Et donc, j'ai proposé à des chômeurs volontaires payés par le département de les initier à démonter et à trier mes menuiseries. Et c'était intéressant parce que le fait de leur apprendre à démonter, il me manquait des monteurs et donc à l'inverse, je leur ai proposé un emploi au bout de 6 mois à 1 an à construire, à bâtir, à lire des plans, Ok, on a l'idée. On a l'idée. Voilà. Donc je voulais, mon message est de dire à l'Assemblée, essayez de travailler avec ces gens-là parce que c'est merveilleux. Oui, l'initiative territoire zéro chômage, zéro chômeur. Marie-Lise Léon, un mot là-dessus peut-être ? Moi, +1, je suis aussi à la fois admirative et mais ça n'a pas beaucoup, ça a pas beaucoup essaimé, j'ai l'impression. Si, il y a beaucoup d'expérimentations. Si, c'est que ce sont des structures de petite taille qui emploient alors des personnes en général, quand on dit chômeurs longue durée, c'est au-delà des 2 ans, personnes qui ont connu 3, 4, 5 ans, qui sont en général très éloignées de l'emploi et très éloignées de la société. Et c'est une très très belle initiative de sociabilisation et de l'insertion de personnes extrêmement éloignées de l'emploi par le travail, avec souvent une activité, comme vous l'évoquiez, de réemploi, d'économie circulaire, qui sert en plus des projets territoriaux de transition écologique, juste pour le coup, puisque ça permet d'allier écologie et justice sociale. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes un grand fan, je le suis aussi. Alors, on va aller de ce côté-là, ça fait un moment qu'on n'est pas allé. Puis après, monsieur, vous venez derrière, c'est ça ? Ah oui, allez-y. Bonsoir. J'aurais voulu revenir sur la question concernant la syndicalisation obligatoire qui pourrait être un objectif dans notre pays. Moi, je n'ai pas été complètement satisfait, en tout cas de la réponse, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vraiment envisagé, et je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une manière de responsabiliser aussi les salariés et les syndicats, parce que pour l'instant, on est dans une situation où une minorité de syndiqués décide pour la majorité. C'est une autre manière de voir l'aspect autostoppeur, c'est que c'est aussi ceux qui conduisent sont minoritaires dans la voiture avec l'autostoppeur. Donc je trouve que ça pourrait responsabiliser. Et un autre aspect, pour parler du droit de grève, le droit de grève est fondamental, mais le droit de ne pas faire grève l'est tout autant, le droit au travail. Or, on s'accommode très souvent qu'il y ait des piquets de grève qui s'installent. Il me semble que c'est illégal. Je ne crois pas que le droit autorise à empêcher des personnes de rentrer dans une entreprise qui voudraient travailler et ne pas faire grève. Donc je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que dans un état de droit, je ne me satisfais pas personnellement de cette situation. Alors ou bien on change la loi, ou bien on considère qu'il y a un problème. Le droit de ne pas faire grève est tout aussi important. Et responsabiliser les syndicats, c'est aussi ne pas oublier qu'une grève, c'est sans doute un constat d'échec. Quand on se met en grève, c'est qu'on n'a pas réussi à s'entendre. Donc c'est un échec collectif pour l'entreprise, pour les salariés. Alors, donc il y avait 2 questions en une. La première question, peut-être sur la question de la syndicalisation. Il y a combien le taux de syndicalisation ? On est à 11%. 11%. Mais dans le privé, dans le privé, 8%. Un petit peu moins. Alors, ouais. Moi, si je parle pour mon organisation, comme le soulignait gentiment mon voisin me faisant la publicité des organisations syndicales en nombre d'adhérents, effectivement, rien que sur 2023, la CFDT a accueilli 88 000 nouveaux adhérents et adhérentes. Nous sommes un syndicat d'adhérentes, 51% de femmes, principalement à 60% dans le secteur privé, c'est-à-dire qu'on est loin des stéréotypes autour des organisations syndicales. Mais dans le privé, 90% des salariés ne sont pas syndiqués.
Alors, il ne rencontre pas de syndicalisme. Oui. C'est vrai qu'il y a une question d'implantation du D'accord. syndicalisme dans le secteur privé, parce que le tissu économique est principalement composé de petites entreprises, voire de très petites entreprises. 5 millions de salariés travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. Donc, c'est un éclatement total. Il n'y a pas d'obligation d'organisation d'élections professionnels sur les lieux de travail. Donc on a effectivement un éclatement qui est un fait et qui est de la responsabilité aussi des organisations syndicales d'être en capacité d'aller à la rencontre de ces salariés. Ça, c'est un vrai sujet, un vrai défi qui nous est posé. La question de l'adhésion obligatoire, elle s'est posée au moment de la façon dont on a construit les relations sociales, me semble-t-il. Je parle sous le contrôle du grand maître du Code du travail. On a fait le choix en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, d'un syndicalisme qui reconnaisse la représentativité et la légitimité des organisations syndicales comme étant aussi des contributeurs à l'intérêt général. Nous ne sommes pas les seuls porteurs de l'intérêt général, mais on y contribue. Et à ce titre-là, nous n'avons pas fait le choix politiquement d'avoir des organisations syndicales qui négocient pour leurs adhérents, mais pour l'ensemble des travailleurs. Résultat, on a des taux de couverture de conventions collectives. Plus de 90% des salariés bénéficient des avancées sociales définies et négociées par les organisations syndicales. Est-ce qu'il faut rendre l'adhésion obligatoire? Moi, j'en suis pas persuadée. C'est un débat qu'on a eu dans mon organisation à de multiples reprises, des débats démocratiques. Tous les 4 ans, on se pose un certain nombre de débats internes. Est-ce qu'on doit abandonner cette question de la contribution de l'intérêt général? Est-ce que, en tant qu'organisation syndicale, on milite et on travaille pour uniquement nos adhérents ou pour l'ensemble de la communauté de travail et des travailleurs? Ça, c'est une réflexion que vous menez, ça. Comment? C'est une réflexion. Il y a des gens Bien chez sûr, vous. c'est des réflexions que l'on a depuis des d'accord. dizaines et des dizaines d'années. Cette question de l'adhésion obligatoire, elle se pose. Non, mais il y a des gens de chez vous longue qui date. disent il faut que seulement nos adhérents bénéficient des avancées on a sociales. des secteurs professionnels qui souhaitent, et moi je viens de la chimie, dans ma fédération, on a aussi eu ce type de débat, et la question, elle a été tranchée, de se dire non, nous sommes contributeurs de l'intérêt général, donc on veut représenter et on veut répondre à l'aspiration de... Par contre, charge à mon organisation, c'est aussi le choix que l'on a fait d'un syndicalisme d'adhérents. Nous ne sommes pas un syndicalisme de militants. On est plus de 620 000 adhérents et adhérentes à jour de leur cotisation. Et donc, charge à nous de donner envie d'adhérer et de proposer un certain nombre de prestations, de services, de couverture juridique, de défense, d'information. Et c'est comme ça, je pense que nous, enfin en tout cas, nous, on a fait ce choix-là de développement de notre syndicalisme. Juste, Jean-Manuel, sur la deuxième partie de la question, qui était celle de... Il y a le droit de grève, mais aussi on a l'impression parfois que les gens qui veulent travailler au moment du droit de grève sont entravés. C'était la question que vous posiez, je pense. Qu'est-ce que le droit dit? Alors, pardonnez-moi, à chaque fois que je vous pose la question, mais... Oui. Alors, il faut quand même, parce que quand vous avez dit l'adhésion obligatoire, elle serait contraire aux conventions de l'OIT. En un mot, c'est la liberté syndicale, c'est se syndiquer ou ne pas syndiquer, et ça serait contraire au préambule constitutionnel. Donc, c'est pas l'adhésion obligatoire. On pourrait inciter à l'adhésion, oui. Voilà, c'est ça. Je ne bénéficierai des conventions collectives que si je suis adhérent. Jamais une adhésion obligatoire. Ok, deuxième question. Deuxième question. Ce que vous me dites, c'est l'histoire sociale française. La Révolution a créé le délit de coalition. Et quand on a abrogé ce délit en 1964, on a créé le jour même, on a abrogé le délit de se mettre ensemble pour lutter ensemble. Mais on a créé le jour même l'entrave à la liberté du travail. En clair, les gens qui se mettaient devant l'usine pour bloquer la production. Donc, monsieur a parfaitement raison. Le droit de grève constitutionnel, le droit de bloquer une entreprise de gouvernement n'est pas un droit constitutionnel à l'évidence. Question au patron, Antoine de Saint-Afrique. Est-ce que vous seriez plutôt favorable ou défavorable à ce qu'il y ait plus de syndiqués dans votre entreprise? Alors, on est favorable aux syndicats. On a des syndicats qui sont extrêmement présents dans toutes nos filiales en France et partout en France. Mais on s'est assuré que la liberté d'exercer le droit syndical soit présente dans l'ensemble des pays dans lesquels on est. Donc on a eu des discussions avec l'UIAT sur comment on ouvre la possibilité d'activité syndicale aux États-Unis, dans des États où ça n'existait pas, parce qu'on croit à la force du dialogue social et on croit à la force et au rôle des syndicats dans le dialogue social. Donc plus il y a de syndiqués, plus vous êtes content. On est très content d'avoir des syndicats forts parce que ça permet d'avoir de vraies discussions. Et donc, ils sont d'autant plus forts qu'il y a plus de monde dans les syndicats. Question de ce côté-là, peut-être ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Allez-y.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question, elle n'aura pas forcément un destinataire précis, mais il a été mentionné l'idée de l'éducation tout à l'heure. L'éducation est un secteur où les professeurs, mais aussi d'autres professions, travaillent déjà beaucoup plus que les 35 heures. D'après certains syndicats, c'est 43 heures en moyenne pour les professeurs. Comment on applique les 35 heures? Sophie Binet, peut-être? Oui, bah déjà, ça fait du bien d'arrêter la stigmatisation sur les enseignants qui, soi-disant, ne feraient rien puisqu'ils passeraient leur temps en vacances scolaires. Je rappelle que c'était un des prétextes invoqués pour justifier la sous-rémunération des enseignants en disant que les enseignants ne sont payés que 10 mois par an parce qu'ils travaillent que 10 mois par an. On voit bien que le temps de travail des enseignants est bien plus élevé. Et donc, il faut augmenter le salaire des enseignants et rémunérer les qualifications, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation grave où le nombre de candidats au concours n'a jamais été aussi faible, parce qu'il y a un déficit d'attractivité dans l'éducation nationale, mais plus globalement dans la fonction publique sur les métiers de cadre, puisque les qualifications ne sont pas rémunérées, les salaires sont beaucoup trop faibles. Et puis ensuite, il faut recruter des enseignants et des enseignantes pour améliorer les conditions de travail et les conditions d'enseignement. Et à cet égard, nous sommes très inquiets par l'austérité que le gouvernement est en train d'imposer. On a quand même réussi, ça je pense c'est relativement inédit. On a un ministre du budget qui nous a annoncé le lundi à la radio qu'il y aurait 10 milliards d'économies dans le budget 2024. Et le mercredi, il prend un décret imposant ces 10 milliards d'économies sans débat ni vote au Parlement et encore moins de débat avec les organisations syndicales, sachant que ces 10 milliards d'économies se font évidemment dans les dépenses d'avenir. La question de l'école, la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, la question de l'environnement, donc avec des grosses craintes pour la suite, alors que chaque année, la France donne 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans évaluation ni contrepartie. Si on veut chercher des économies, on pourrait commencer par taper là-dedans. Restons sur le travail. Mais oui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il nous reste assez peu de temps, mais est-ce qu'il y a des questions sur l'intelligence artificielle? Dans les gens qui enlèvent la main, Oui, mademoiselle? Parce que je me dis que c'est un champ qu'on n'a pas du tout évoqué. Et pour le coup, l'emploi de demain, allez-y. Merci. Alors, bonsoir. Donc ma question concerne en effet tout ce qui est concernant l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est prévu pour rattraper notre retard sur l'évolution actuelle de l'IA et pour les nouveaux métiers qui vont arriver? Et notamment, si vous avez la réponse, qu'est-ce qui est prévu pour les formations et dans l'éducation nationale pour former les jeunes par rapport à ces nouveaux métiers? Gardez le micro, j'ai une question à vous poser à vous. Oui. Est-ce que ça vous inquiète, l'IA, en tant que jeune qui va ou qui est déjà entré sur le marché du travail? Alors, me concernant, non, parce que l'IA est un domaine qui m'intéresse particulièrement du point de vue juridique. Je suis persuadée qu'en effet, il y aura des métiers qui vont qui vont être menés à disparaître, mais je suis convaincue que d'autres seront amenés à être créés. Et je suis convaincue aussi que nous sommes une jeune génération qui est très concernée par les nouvelles technologies et nous n'aurons aucun problème à nous adapter, comme auparavant on a aussi dû, dans l'histoire de la civilisation, dû s'adapter à de nouvelles circonstances. Et aujourd'hui, c'est l'IA. Alors l'optimisme est de mise, pas chez tout le monde. Antoine de Saint-Afrique, dans une entreprise comme la vôtre, est-ce que l'IA, c'est véritablement une déflagration? On dit parfois c'est comme l'imprimerie. Oui. Est-ce que vous sentez ça dans une boîte comme la vôtre? Vous dites ça va changer énormément notre manière de travailler. Restons sur le travail. Ça aura des impacts absolument profonds sur le travail. Alors, des impacts positifs dans un certain nombre de cas parce que ça va supprimer des tâches qui sont répétitives, mais ça va fondamentalement changer toute une série de manières de travailler. Alors, ça va en supprimer certaines, ça va en créer d'autres. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où les Word et Excel sont rentrés dans les entreprises et où le comptable de l'entreprise qui travaillait avec une gomme, un crayon et une règle à calculer est passé à autre chose. Le travail s'est enrichi, le travail a complètement bougé de nature, mais le travail du lendemain est très différent du travail de la veille. Et donc tout l'enjeu, c'est justement de former à cette évolution de façon à ce que les gens ne soient pas laissés au bord du chemin. Sophie Binet, vous êtes... Parce que y a la vision globale, mais on sent bien que ça peut être aussi un facteur d'inégalité, l'IA. Ah oui, oui. Ça, comment est-ce que vous l'envisagez ?
L'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur, il faut en parler. Il n'y a pas de déterminisme technologique, donc il y a une technologie, la question c'est comment on s'en sert et pourquoi faire. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'il y ait du débat démocratique et de la démocratie sociale. Et je tiens ici à dire, j'entends beaucoup parler de dialogue social. Nous, c'est pas un terme qu'on emploie trop à la CGT, parce que dialogue, c'est comme si on avait un dialogue apaisé, on se parlait comme entre amis. En entreprise, ce dont on a besoin, c'est pas tant de dialogue, c'est de la négociation et d'accepter de pas être d'accord avec de la contradiction. Et puis après, on dépasse la contradiction par des compromis et donc des accords. Le problème, c'est que sur l'intelligence artificielle, il y a très peu de débats collectifs, débats démocratiques et de démocratie sociale. Le problème, c'est que ce qui se produit, c'est que il y a des progrès technologiques majeurs qui, sans débat démocratique sur le sujet, se traduisent par des suppressions de postes ou par la nouvelle taylorisation d'un certain nombre d'emplois, notamment les emplois du soin et du lien dont la personne parlait tout à l'heure, avec la machine qui vient dicter le travail aux personnes, alors qu'on pourrait utiliser complètement différemment l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse négocier collectivement sur cette question-là, et la négociation collective, mon voisin le sait, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu d'accord en matière salariale en 2023 à Danone et que, en tout cas, la CGT ne l'a pas signé. C'est parce que la négociation collective, c'est ça qui fait la différence en matière d'augmentation salariale. Là, aujourd'hui, si on a un vrai problème sur la rémunération du travail en France aujourd'hui, c'est parce qu'on ne négocie plus assez dans les entreprises, parce qu'avec les ordonnances Macron, on a perdu du rapport de force dans la négociation collective dans les entreprises. Et c'est ça qui fait qu'il y a un certain nombre de secteurs comme celui de l'agroalimentaire, où les salaires sont structurellement faibles, avec des salaires qui sont plus faibles que dans la moyenne de l'industrie. Donc il faut... la démocratie sociale, ça ne peut pas être de la langue de bois et des grands principes, c'est des actes avec du pouvoir de négociation pour les travailleuses et les travailleurs. J'entends ce que vous avez dit sur il faut plus de syndiqués à Danone, donc s'il y a des salariés de Danone dans cette salle, syndiquez-vous, mais plus de syndiqués, c'est aussi plus de droits et de négociation collective dans toutes les entreprises. C'est comme ça qu'on est exemplaire. Et je vois que vous êtes forte en dialogue social, parce que je vous ai posé une question sur l'IA. Oui. Et vous êtes tourné vers le patron de Danone pour lui parler de votre sujet. Un rapport de force, vous avez raison. Bravo. Ça, justement. CQFD. Juste sur l'IA quand même, est-ce que alors Marie-Lise, si vous voulez prendre la parole sur le sujet. Moi ce que j'ai envie de dire, la question, on ne va pas débattre de ce qu'est le dialogue social ou la négo collective. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, je suis ravie d'entendre mon voisin dire que tout est anticipé. Ça ne fait pas suffisamment l'objet de dialogue, d'échange. C'est-à-dire que je pense qu'on a un enjeu d'embarquer tout le monde et de faire en sorte que c'est un peu comme les enjeux de transition écologique juste, c'est de dire quelle est l'acceptabilité sociale de ces transformations majeures, de l'IA, du numérique en général. Et je constate, moi en tant que responsable syndicale, qu'aujourd'hui, dans les filières, dans les grandes entreprises, que ce soit dans les instances du personnel, dans les instances de gouvernance, ça ne fait pas suffisamment l'objet de discussions sur la question de l'impact concret sur l'emploi, les compétences et le travail. Et en fait, on est plutôt sur un modèle économique qui peut être optimisé, mais on n'associe pas suffisamment les salariés qui vont être directement concernés. Ça peut faire l'objet du coup de craintes, d'appréhension, et on ne peut pas juste considérer qu'on va tabler sur la pyramide des âges, que des jeunes formés qui sont prêts à travailler avec ces nouvelles technologies vont remplacer les plus anciens. C'est pas possible, c'est absolument pas possible. C'est exactement le même sujet sur la question de transition écologique juste, c'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. Il suffit pas de dire c'est un sujet de discussion. Il faut concrètement il puisse y avoir des éléments pour que les personnes, ne serait-ce qu'elles puissent se projeter. Et juste pour être clair, tout n'est pas en main. Là, il y a une urgence à avancer, il y a une urgence à comprendre, et pour être très honnête, on découvre en même temps que tout le monde. Il y a une urgence à co-construire et à dialoguer. Mais je pense qu'il est absolument essentiel de poser le problème aujourd'hui, parce que le problème est à un horizon qui est relativement court, et personne n'a réellement commencé à travailler sur quelles sont les conséquences en matière sociale, quelles sont les conséquences en matière de formation. Et nous, comme les autres, mais on se pose la question de manière proactive parce qu'on voit la chose arriver et qu'elle ne s'arrêtera pas.
La question que j'ai envie d'inverser, c'est pourquoi on considère les questions sociales comme des conséquences et pas comme des clés de réussite. C'est ça qu'il faut réussir à inverser. Et comme sur les enjeux de transition écologique, juste, si on veut faire de la rénovation thermique des bâtiments, il faut des personnes formées. Allez, là, et ça sera une des clés de réussite. On dit la même chose. Une forêt de mains s'est levée. Alors, monsieur, ça fait un petit moment que vous levez la main, et puis monsieur, après, je vous donnerai la parole, promis. Question courte, il nous reste peu de temps, donc on essaie de multiplier les questions. Question Réponse courte. Une personne suffisait pour nourrir une famille, puis 2, ça permettait d'envoyer les enfants à l'école et qu'ils aient un avenir meilleur. Tout ce monde s'est écroulé. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas de leur salaire. Pour produire un milliardaire, il faut produire 1 million de pauvres, 43 milliardaires, 43 millions de pauvres. Et je conclus, est-ce que l'intelligence artificielle donnera du sens ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle permettra aux jeunes qui ne veulent plus alimenter ce monde-là de l'alimenter ? Qui veut répondre à ça ? Peut-être en... Vous qui nous nourrissez ? Non, l'intelligence artificielle est un outil. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Réponse courte. J'ai une question qui nous a été envoyée par des gens qui nous regardent sur les réseaux. Moi, j'aime bien cette question. L'école étant obligatoire jusqu'à 16 ans, en France, comment pouvons-nous améliorer l'orientation des jeunes vers l'emploi pour qu'ils puissent y trouver du sens ? Alors, qui peut répondre à cette question ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en capacité de répondre à cette question, que je trouve très bonne, mais qui n'a peut-être pas de... Si, Sophie Binet. Mais répondez vraiment à la question. Hein. Ouais, non, mais la question est très vaste en fait. Parce qu'il y a deux questions. Il y a l'orientation et il y a l'emploi qui ait du sens. Et donc pour rebondir sur la question de l'intervenant précédent, il y a quelque chose qu'il faut quand même prendre très au sérieux, c'est l'alerte des jeunes sur la question du sens du travail. Et oui. Je trouve en l'occurrence que c'est quelque chose de salvateur qui doit nous faire toutes et tous bouger. Et le fait que les jeunes diplômés des plus grandes écoles, donc notamment AgroParisTech ou d'autres, en soient venus à bifurquer et à dire je ne vais pas aller me faire embaucher dans une multinationale, mais par contre je vais m'installer pour faire de l'agroécologie. Très bien, c'est leur choix, mais quand même, quel gâchis en termes d'utilisation des qualifs. On a besoin de leur qualification par rapport aux défis majeurs auxquels on est confronté, à savoir le numérique et la question environnementale. Et le fait qu'ils aient le sentiment que soit... en fait, ils ont le sentiment qu'être cadre, c'est se soumettre ou se démettre dans une entreprise. Et le problème, c'est que c'est ça. Aujourd'hui, on a du mal à leur donner tort. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est que se syndiquer, justement, c'est retrouver du pouvoir sur son travail et collectivement pouvoir reprendre la main pour définir le sens, la finalité de son travail. Mais vraiment, là, il y a une question sérieuse à laquelle on ne peut pas répondre par de la langue de bois, et donc il faut créer de nouveaux droits. Après, sur les questions d'orientation, qui était la première question, orientation à l'école, bon là, pareil, vaste sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une orientation par l'échec, qu'on est très hypocrite en disant il faut rapprocher l'école de l'entreprise. Oui, mais pas pour tout le monde, parce que ceux à qui on demande de choisir leur travail à 14 ans, c'est pas les enfants de cadre et c'est pas ceux qui ont 16 à l'école, c'est ceux qui sont en difficulté scolaire qu'on va envoyer vers des filières professionnelles qu'ils n'ont pas choisies. Donc non seulement ils ont une orientation bien identifiée, mais en plus ils et elles ne l'ont pas choisie. Le dogme, ça a été de dire qu'il faut passer toujours plus de temps en entreprise, donc on multiplie les stages, mais aujourd'hui les entreprises ne savent pas quoi faire de ces stagiaires de moins de 18 ans qui ont besoin plutôt d'un encadrement scolaire et d'accompagnement sur les savoirs fondamentaux. On a une réforme du lycée pro qui est très inquiétante de notre point de vue. Allez, questions. On va essayer de faire, on a commencé sur la semaine des 4 jours, on va essayer de faire les questions des 4 minutes. On a très peu de temps, on va multiplier les questions. Madame, monsieur. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des inégalités salariales. Là, il y a plusieurs femmes qui ont déjà bien lancé le sujet, mais moi, la réponse, elle ne me satisfait pas. Vous me dites de faire grève, mais si je fais grève, tout le monde s'en moquera. Je ne suis pas cheminote, je suis pas... Même les infirmières, en fait, quand elles font grève, elles ont un petit badge. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas une réponse, c'est un déterminisme social et des assignations de genre qui ne sont pas corrigées en France et qui touchent toutes les personnes qui ne sont pas de la bonne couleur, pas du bon sexe, pas du bon genre. Et ça, comment faire ? Parce qu'après, ça fait des gens qui sont malheureux au travail toute leur vie. Et ça fait une perte de sens, une perte d'utilité sociale au travail. Et on ne fait rien. Et moi, j'aimerais bien qu'on se motive un petit peu pour travailler et cogiter ensemble. Parce qu'on s'écoute un peu parler ce soir. C'est bien de s'écouter parler. Ouais. Merci en tous les cas d'avoir abordé la thématique de l'égalité salariale. Parce que c'est dramatique. On va gagner du temps parce que ce n'est pas vraiment une question, donc c'est une remarque qu'on va accepter, qu'on va entendre. Et on va passer la parole au monsieur qui a peut-être une question.
Allez-y. La question sera très brève. Est-ce que le statut de travailleur indépendant vous semble condamné par l'évolution de la société? Par l'évolution de la société. L'évolution de la société. Marie-Lise Léon, peut-être là-dessus? Parce qu'on a beaucoup parlé de travailleurs salariés. Travailleurs salariés, moi quand je dis travailleurs, ça concerne aussi les travailleurs indépendants. Après, on a un prisme extrêmement déformant en France quand on parle des travailleurs indépendants, c'est qu'en général on pense chauffeurs VTC et livreurs à vélo. C'est-à-dire que les indépendants, il y a un vrai sujet autour de la question des plateformes, qui sont des prescripteurs de travail qui, via les algorithmes, définissent un certain nombre d'éléments qui font qu'il n'y a pas de véritable indépendance. Ce n'est pas pour autant que ces travailleurs veulent devenir des salariés. Et je pense que ça ne sera pas la solution miracle pour répondre à un certain nombre d'aspirations. Il y a un vrai sujet autour de la question des plateformes. Et je pense qu'il y a des indépendants, des vrais indépendants qui ont envie d'être indépendants, qui pour le coup, eux, ont des aspirations en termes de protection sociale notamment, qui nécessitent d'être traités dans le modèle social. Non, mais aussi plein de commerçants, plein d'artisans. C'est pas que des gens sur des vélos et qui livrent des repas. Non, mais je sais pas, si on fait un sondage des travailleurs indépendants, je sais pas quel est le réflexe qui peut être... Ouais. Allez-y. Bonsoir, j'aimerais juste parler du sens du travail et majoritairement de la valorisation du travailleur, parce que vous avez tous parlé justement de cette valorisation du travail, mais personne ne l'a défini clairement. Donc j'aimerais savoir ce que vous entendez justement par valorisation du travail et quelles sont les solutions aussi pour valoriser ce travail et ce travailleur. En 1 minute. Qu'est-ce qu'on appelle comment on mesure la valeur du travail? La valeur du travail, c'est la question la valeur du travailleur. C'est la question des compétences, comment on reconnaît justement ses compétences, comment on reconnaît ses acquisitions de compétences, comment il évolue dans sa carrière. Donc c'est le salaire, bien entendu, c'est la rémunération via le salaire et d'autres éléments. C'est aussi reconnaître et valoriser le travail, c'est lui reconnaître un espace d'émancipation, de possibilités d'expression. Je pense que ce qui manque aujourd'hui beaucoup, c'est la question de la reconnaissance du travailleur comme ayant quelqu'un qui a quelque chose à dire d'utile sur son travail. Et il y a un grand sujet qui n'a pas été évoqué, je pensais qu'il serait évoqué, c'est la question du mérite, qui est extrêmement difficile à mesurer, parce qu'on dit toujours le mérite individuel, or souvent c'est des travails de groupe, et c'est très difficile de récompenser le mérite. Dans une boîte comme Danone, est-ce que le mérite fait partie de la rémunération? Alors le mérite fait partie de la manière dont on regarde les gens, mais le mérite est effectivement difficile à définir de manière extrêmement précise. C'est la manière de travailler ensemble, c'est la contribution au collectif, c'est l'impact, c'est pas seulement le quoi, c'est aussi le comment, mais c'est quelque chose qui est diffus et difficile à mesurer objectivement. Puis c'est pas au patron de définir notre mérite. Enfin, le mérite, c'est une question. Non, mais je le dis de façon un peu provocante. Non, mais le patron paye notre travail et donc le salaire, il correspond aussi à notre qualification parce que c'est ça qui définit la productivité. Mais le mérite, c'est quelque chose de beaucoup plus important dans notre société qu'il faut reconnaître et qui se limite pas. Et c'est certainement pas aux employeurs de définir qui est méritant ou pas. Voilà. Dans l'entreprise, c'est difficile quand même, non? C'est à qui alors? Non, mais c'est une question différente. Oui. La question de la valeur du travail et du mérite, c'est deux choses très différentes. Le mérite, c'est aussi des qualités individuelles. La valeur du travail, on produit une certaine valeur avec notre travail, indépendamment de l'individu. C'est pas au patron de juger la valeur et le mérite d'un salarié. Intéressant, je pense que ça fera réfléchir. Mademoiselle. Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne la semaine de 4 jours que vous avez évoquée, Madame Binet, parce que je pense qu'il y a des professions où il est presque impossible à mettre en place. Je pense que Madame la Présidente ne peut pas travailler 4 jours et je pense que les professeurs auraient beaucoup de mal à le faire, simplement parce que la charge de travail sur 5 jours est déjà énorme et je ne vois pas comment ils pourraient travailler en 32 heures. Voilà. En fait, il faut juste des embauches. Pour les professeurs. Après, sur embaucher un autre président de l'Assemblée nationale. Exact. Non, après, sur les emplois à très haute responsabilité, c'est une autre question. Il faut un partage des responsabilités. Peut-être que l'Assemblée nationale arrête de travailler la nuit, le week-end, les vacances d'été, etc. Ce qui serait une très bonne chose. Et ce qui serait d'ailleurs aussi une chose à la fois pour les députés, une bonne chose, mais pour les collaborateurs parlementaires. Il y a beaucoup de collaborateurs parlementaires qui sont des salariés qu'on organise
ministres, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui Allez. ont des droits et qui sont trop peu respectés d'ailleurs. Une toute dernière question, courte. Quelqu'un qui garde la main levée, c'est quelqu'un qui dit ma question elle est géniale et elle est courte. Ah, après, un peu de pression quand même. Hein. Allez-y, de ce côté-là, allez, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Premier rang, monsieur, ben attention, elle est géniale et courte. Hein. Je vous assure qu'elle sera géniale et courte, monsieur. Allez-y. Alors, comment retrouver du sens au travail quand la compétition est le maître mot dans le monde du travail et qu'on essaye toujours de faire plus vite avec moins au détriment des travailleurs? Merci. Qui veut répondre à ça? Allez-y. Le juriste veut vous répondre l'évolution qui s'est passée et ça répondra en partie à votre question. Le juriste est prudent et avisé. Je crois que le sens du travail a un lien direct avec la fierté qu'on a de faire bien son boulot. Bien faire son travail, c'est bien être au travail. Et je crois que la grande différence, c'est que votre arrière-grand-père, il travaillait manuellement. Et vous savez, qu'il soit sur une chaîne de production ou l'artisan qui a terminé, et moi j'ai un fantasme, c'est être un jour parmi les noms de ces 2900 ouvriers, vous savez, dont le nom est maintenant dans le coq qui est tout en haut de la flèche de Notre-Dame. C'est les 1900 travailleurs qui ont participé à ce chef-d'œuvre. Bon. Si je vous dis ça, c'est que les travailleurs manuels peuvent se reculer, rappelez-vous les films anciens, et disent c'est nickel chrome. Je ne changerai rien, c'est parfait au sens quasiment étymologique du terme. Alors vous, monsieur le journaliste, moi, l'intellectuel, etc., est-ce qu'une seule fois dans votre vie, vous avez dit je rends un dossier, je rends un article, c'est nickel chrome, c'est parfait? Le travailleur du savoir n'est pas aussi fier de son boulot. On lui demande de réfléchir en urgence. Et résultat, je crois que c'est pour beaucoup dans les fameux risques psychosociaux. On n'est pas aussi fier qu'un travailleur manuel qui dit « c'est beau ». Merci, je crois qu'on peut... On va s'arrêter là parce qu'on n'a plus le temps, mais... Je crois quand même que collectivement, on peut quand même être fier. C'est peut-être pas nickel chrome, mais être fier du débat qu'on a eu ensemble. Merci Madame la Présidente, merci à tous pour cette assemblée des idées sur le travail.